donc je suis très heureuse d'être ici. Je remercie Daniel Linco de m'avoir invité à vous parler cet après-midi des perovskites hybrides halogénés, des semi-conducteurs dont je vais vous montrer que les propriétés sont bien adaptées pour les défis du photovoltaïque. Alors, avant je me présente, donc je suis Emmanuelle Deleporte, je suis professeure à l'École normale supérieure Paris-Saclay et j'effectue mes recherches au sein du laboratoire Lumine, lumière, matière et interface. Là, je vous présente la perovskite team de ce laboratoire. Et vous voyez que c'est une équipe multidisciplinaire, en fait. C'est une équipe qui est composée de physiciens et de chimistes. Alors, c'est une équipe qu'on a fondée en 2005 avec mon collègue Jean-Sébastien Loret autour de l'étude des perovskites hybrides halogénés, en particulier à basse dimension, les perovskites 2D. Et nous étudions la spectroscopie optique de ces hétérostructures semi-conductrices avec des problématiques telles que les effets excitoniques, la dynamique de recombinaison des porteurs de charge, l'interaction lumière-matière en cavité. Nous menons ces études sur des perovskites qui ont diverses formes, couches minces, cristaux, plus récemment aussi boîtes quantiques. Et puis, nous faisons toutes ces études à la fois dans le cadre de l'émission de lumière, donc les applications de style laser, diode électroluminescente, et photovoltaïque. Et dans ce dernier cadre-là, je collabore avec l'IPVF. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une perovskite? Alors, une perovskite, c'est un solide. Ici, vous pouvez voir l'oxyde de titanate de calcium, qui est le premier solide qui a été appelé une perovskite, en l'hommage à un minéralogiste russe. Alors, c'est un solide dans lequel il y a un arrangement périodique des atomes. Un arrangement, en fait, périodique de motifs. Donc, c'est pour ça que c'est un cristal. Et donc, si on zoome un peu sur ce motif, eh bien, vous voyez ici qu'il y a 6 atomes d'oxygène qui forment un octaèdre. À l'intérieur de cet octaèdre, vous avez l'atome de titane. Et entre les octaèdres, vous trouvez l'atome de calcium. Alors, par extension, tout cristal dont le motif est de cette forme, ABX3, avec ses octaèdres, eh bien, s'appelle une perovskite. Il y en a de très célèbres, les oxydes de perovskite, elles sont célèbres dans les supraconducteurs, pour la ferroélectricité, la piézoélectricité, etc. Mais aujourd'hui, on va focaliser notre attention sur les perovskites hybrides halogénés. Alors, je vais vous présenter la plus connue, et je vais l'appeler par son petit nom, qui est MAPI, qui vient de sa formule chimique, c'est du méthylammonium plomb-iode. Formule chimique, vous voyez, CH3NH3 PBI3. Alors, vous reconnaissez ces octaèdres. Au sommet des octaèdres, l'ion iode. Ça, c'est un halogène, d'où le nom de perovskite halogéné. Au centre de cet octaèdre, vous trouvez l'atome de plomb. Et puis, entre les octaèdres, eh bien, vous trouvez ici une partie organique, le CH3NH3, qui fait qu'on a donc ici une molécule hybride, avec une partie organique et une partie inorganique, d'où le nom perovskite hybride. Voilà. Alors, au niveau des électrons, quand les électrons vont se promener dans le cristal, en fait, les électrons, ils se déplacent d'octaèdre en octaèdre. Et vous voyez que les octaèdres se touchent. Voilà. Alors, on pourrait penser que finalement, cette molécule organique, elle est là et elle n'a pas grand rôle, puisque finalement, les électrons, c'est dans les octaèdres qui se promènent. Mais en fait, déjà au niveau de la cristallographie, cette molécule, elle est vraiment importante, parce que c'est parce que cette molécule est petite et à les bonnes dimensions que les octaèdres se mettent sous cette forme. Vous voyez, ils sont un peu cubiques, ils se touchent les uns les autres, etc. Donc, vraiment, la cristallographie, elle est vraiment... On peut dire que cette partie organique, c'est le squelette, finalement, de cette molécule-là. Et puis, vous allez voir qu'elle a son importance aussi dans les propriétés physiques. Alors, il faut une toute petite molécule, parce que là, on n'a pas beaucoup de place entre les octaèdres. Alors, c'est pour ça, CH3NH3, c'est la plus petite possible. Il y en a une autre, le formamidinium, qu'on va voir un petit peu tout à l'heure. On pourrait aussi mettre du césium, par exemple. Mais le césium, c'est inorganique. Donc là, on aurait une perovskite toute organique. Bon.
Alors, donc ici, je vous présente un cristal millimétrique qui a été fait dans notre équipe. Alors, ça se fait en solution, hein. Vous avez une solution de précurseur, donc vous mélangez dans un solvant du PBI2 et du CH3NH3I, et puis vous chauffez, et puis au bout de quelques heures, vous obtenez un cristal comme ça. Alors, bon, ça c'est déjà une spécificité, déjà, c'est pas tous les matériaux qui sont capables de faire ça, parce qu'en général, on cristallise en baissant la température. Mais bon, les pérovskites, la solubilité, elle augmente, elle diminue lorsque la température augmente. Voilà, il n'y a pas tant de matériaux que ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors bon, ça, vous avez déjà vu ce diagramme-là qui reporte ici les records des cellules solaires en fonction des années. Et donc, quand je vous disais que je vous présentais la plus connue, c'est effectivement cette molécule-là qui a été employée dans ce premier point en 2012, qui a fait démarrer la filière. Voilà. Donc, on peut parler d'une entrée spectaculaire, en fait, dans le monde du photovoltaïque, avec ici, vous voyez, une pente vraiment très, très raide vers des records importants. Le dernier, c'est 25,7%. Donc, c'est... comment sera du même ordre de grandeur que ce qu'on trouve dans le silicium polycristallin. Et puis un engouement instantané après ce premier point. Alors beaucoup d'équipes dans le monde qui se sont mises à travailler sur ce matériau, sur les cellules. C'est ce qui explique aussi la pente très raide et le temps assez réduit pour arriver à des rendements aussi grands. Une montée exponentielle de la littérature. Et puis maintenant, on est à quelques milliers de papiers par an. Voilà. Alors, donc, la pérovskite donne un solide avantage au solaire. Alors, il me manque quelque chose parce que j'avais la photo de Daniel Lingot, donc je ne sais pas pourquoi. Ça a disparu, ça m'inquiète un peu, mais bon. Parce que Daniel Lingot avait donné une interview dans La Recherche, donc il y avait aussi la référence. Bon. Eh bien, on va essayer de voir ensemble pourquoi une telle réussite. Donc, je vous propose le plan suivant. Le premier point, les propriétés physiques adaptées au photovoltaïque. Le deuxième point, en plus de ces propriétés, un design chimique qui permet d'ajuster ces propriétés physiques. Et un troisième point, bien sûr, il reste des questions, des défis à relever. Quelles pistes de solutions? Alors, pour convertir l'énergie solaire en énergie électrique, en fait, on a besoin de 3 étapes à l'intérieur du matériau. Il faut générer les charges, il faut séparer les charges et il faut transporter les charges, voilà, vers les contacts. Puis ensuite, les charges se promènent dans le circuit électrique. Donc, du coup, pour les propriétés physiques, je vais reprendre ces 3 points. Donc, je commence par la génération des charges. Alors, tout commence par l'absorption de la lumière solaire par le semi-conducteur. Alors, donc, dans un semi-conducteur, il y a des niveaux d'énergie qui sont permis pour les électrons. Ces niveaux d'énergie se trouvent dans des bandes. Et puis, il y a des niveaux d'énergie qui sont interdites aux électrons. Donc, on parle de bandes interdites. Nous, on va se focaliser sur la bande de plus haute énergie pour laquelle les niveaux d'énergie sont occupés par les électrons, c'est la bande de valence, et la bande de conduction, qui est une bande qui est la bande de plus basse énergie où les niveaux d'énergie ne sont pas occupés par les électrons. Et entre la bande de valence et la bande de conduction, il y a la bande interdite qu'on appelle le gap. Voilà, je vais continuer à l'appeler comme ça, le gap. Alors, en l'absence de lumière, dans la bande de valence, les niveaux sont occupés par les électrons. Dans la bande de conduction, les niveaux ne sont pas occupés par les électrons. Maintenant, en présence de lumière, si le photon envoyé par le Soleil peut être absorbé par le matériau, je vais porter mon matériau dans un état excité. C'est-à-dire que l'énergie de ce photon, elle va être utilisée pour promouvoir un électron d'un niveau de la bande de valence occupée vers un niveau non occupé de la bande de conduction.
Donc là, on dit qu'on a créé une paire électron-trou. Alors, donc, je vais essayer de vous expliquer, enfin de dire un peu d'où vient cette dénomination trou, hein, pourquoi on appelle ça un trou. Alors, donc, quand on envoie le photon, alors quand le matériau plutôt est dans son état fondamental, qu'est-ce que ça veut dire que les niveaux de la bande de valence sont occupés par des électrons? Et bien, ça veut dire que les électrons, ils sont impliqués dans des liaisons covalentes entre, bon ici j'ai représenté du silicium, entre les atomes de silicium. Hein, les électrons sont partagés entre les atomes de silicium. Une liaison covalente, c'est une liaison très robuste. Hein. C'est pour ça que le silicium, c'est un solide et que c'est vraiment robuste. Donc, très difficile de dégager en fait cet électron de sa liaison. Mais si le photon a une énergie suffisante, une énergie supérieure au gap, alors on va pouvoir dégager un électron de sa liaison covalente. Celui-là, par exemple. Et si après j'ai un champ électrique, eh bien cet électron-là va pouvoir être accéléré par ce champ électrique. Et cet électron-là, on dit qu'il est allé en bande de conduction, il se retrouve sur un niveau d'énergie de la bande de conduction, et la bande de conduction s'appelle comme ça parce que cet électron-là, il est suffisamment libre pour pouvoir se déplacer. Bon, néanmoins, maintenant, si on se place au niveau de la bande de valence, il manque un électron, puisque celui-là a été dégagé de la liaison. Donc là, ici, on a un manque d'électrons dans la bande de valence. Après, dans la bande de valence, il y a plein d'autres niveaux qui sont occupés par des électrons. Donc si on a un champ électrique qui est dans ce sens, on voit qu'il y a une probabilité pour que un électron vienne remplir ici ce trou. Mais bon, alors à ce moment-là, si cet électron-là fait ça, le trou, lui, s'est déplacé dans le sens l'absence d'électrons s'est déplacée dans le sens du champ, et ainsi de suite. Alors finalement, dans les semi-conducteurs, eh bien, on va appeler cette absence d'électrons dans la bande de valence, on va l'appeler un trou. Et en fait, on va le traiter comme une particule chargée positivement, parce qu'on voit bien que cette absence d'électrons, ce trou, se déplace dans le sens du champ. Donc, j'ai une charge positive. Donc finalement, quand on a absorbé un photon qui a une énergie supérieure au gap, eh bien, on a créé ce qu'on appelle une paire électron-trou. Alors, donc, ne pas envoyer. Donc, voilà. On va y aller, c'est pas grave. Hop. Mais oui, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Alors, on va retrouver. Ce n'est pas grave. Hop, on était là. Donc, on va essayer de repasser en plein écran. Et voilà, tout va bien. Bon, alors, donc voilà, on était là. Donc, on a créé une paire, on a créé une paire électron-trou. Alors, regardez ici, je vous ai rappelé le silicium. Le silicium est noir. Donc, ça veut dire qu'il absorbe les photons visibles. Et son gap est dans le proche infrarouge. Voilà. Donc les photons qui sont de ce côté-là, ils sont trop infrarouges et eux, ils ne vont pas porter le matériau dans un état excité, ne pourront pas être absorbés. En revanche, les photons qui sont ici au-dessus pourront être absorbés et porter le matériau dans un état excité, créer des paires électrons-trous. Voilà. Alors, alors évidemment, on se dit, on pourrait émettre un gap plus vers l'infrarouge de façon à collecter plus de photons. Bon, mais à ce moment-là, en fait, on a beaucoup de pertes sur les photons très énergétiques. Bon, on peut se dire, oui, alors on peut essayer de décaler le gap vers des plus hautes énergies. Oui, mais là, on collecte moins de photons. Donc, bref, donc le silicium n'est pas loin d'être un optimum, en fait. Alors, comment se place le MAPI? Vous voyez que c'est noir aussi. Donc, c'est une indication que son gap est aussi dans le proche infrarouge. Et effectivement, il n'est pas si loin, en fait, puisqu'on a un gap vers 1,6 eV. Donc déjà une bonne énergie de bande interdite. Et en plus, un grand coefficient d'absorption. Alors, donc, si on fait une manip d'absorption, c'est très facile conceptuellement. Vous envoyez une lumière incidente avec plein de longueurs d'onde dedans sur votre matériau, qui est une épaisseur D, et puis vous regardez la lumière transmise. Et puis là, vous voyez que s'il y a eu absorption dans le matériau, il va y avoir une atténuation qui est en exponentielle moins alpha d, où alpha est le coefficient d'absorption. Donc voici ici ce coefficient d'absorption pour plusieurs matériaux. Vous retrouvez ici MAPI, le silicium, et vous voyez que ce coefficient d'absorption, il commence à monter au niveau du gap.
Et ensuite, eh bien, que ce soit pour le silicium ou pour MAPI, eh bien, vous voyez que ce coefficient d'absorption est assez plat sur une large gamme de longueurs d'onde. Voilà. Et alors aussi, ce qu'on voit, c'est que MAPI a un coefficient d'absorption qui est environ 100 fois plus grand que celui du silicium. Alors ça, on voit tout de suite l'avantage que peut en tirer, parce que ça veut dire que pour absorber la même quantité de photons venant du Soleil, il faudra une couche qui est 100 fois plus petite avec MAPI que pour le silicium. Donc, là, je vous ai montré un petit peu l'échelle. C'est une cellule tandem avec une cellule silicium et une cellule perovskite. Et ben, vous voyez le facteur 100 sur les épaisseurs. Et donc, on peut imaginer des dispositifs légers, flexibles, nécessitant moins de ressources. Alors, néanmoins, là, je voudrais aborder un peu la question pourquoi est-ce qu'on a un si grand coefficient d'absorption dans MAPI, ou pourquoi est-ce que dans le silicium, inversement, c'est petit? Alors, en fait, il faut aller chercher l'origine de tout ça dans la structure de bande. Une fois qu'on connaît la structure cristalline, l'arrangement périodique de notre cristal, on peut calculer la structure de bande, c'est-à-dire le niveau d'énergie en fonction du vecteur d'onde. Et je vous ai porté ici ces structures de bande pour MAPI ici et pour le silicium ici. Et on peut voir qu'il y a une différence. Il y a une différence parce que le maximum de bande de valence et le minimum de bande de conduction, ils se trouvent au même vecteur d'onde dans MAPI. On dit qu'on a un gap direct. Et dans le silicium, le maximum de bande de valence et le minimum ici de bande de conduction ne se trouvent pas au même vecteur d'onde. On dit que c'est un gap indirect. Alors, quand on étudie l'interaction lumière-matière, c'est-à-dire la probabilité de transition d'un niveau d'énergie occupé de la bande de valence vers un niveau d'énergie non occupé de la bande de conduction, en fait, on va trouver des règles de sélection qui vont nous dire si c'est possible ou pas, en fait, d'absorber ce photon. Et en fait, cette probabilité, on va la trouver plus faible dans le silicium, parce que vous voyez que ça va être un processus en plusieurs étapes. On va absorber le photon, mais pour que ce photon soit absorbé, il faudra des états intermédiaires qui font intervenir les phonons, les vibrations du réseau. Donc bon, s'il y a plusieurs étapes, on comprend bien que la probabilité va être plus petite que si c'est direct, en fait. Donc il y a une raison vraiment intrinsèque au fait que le coefficient d'absorption de MAPI est plus grand que celui du silicium. Alors, une fois qu'on a généré nos charges, il faut les séparer. Alors, pourquoi séparer? Alors, on a généré avec un photon un électron et un trou. Un électron, c'est chargé négativement, un trou, c'est chargé positivement. Donc, là, il faut regarder l'interaction coulombienne entre ces deux types de charges. Alors, ce sont les effets excitoniques. Alors, c'est une situation, une charge plus, une charge moins d'interaction coulombienne qu'on a déjà rencontrée dans l'atome d'hydrogène, par exemple. Donc, vous savez que l'électron fait une liaison, est très lié, que l'énergie qui lie l'électron au proton, c'est robuste, très très robuste, puisque le Rydberg, l'énergie de liaison, c'est 13,6 électronvolts. Et puis, en moyenne, l'électron se trouve à un rayon de bord du proton, une fraction d'angstrom. Voilà. Alors, on peut utiliser en fait le même modèle pour regarder ce qui se passe au niveau des effets excitoniques dans un semi-conducteur. Donc, vous retrouvez là l'interaction coulombienne. Alors, évidemment, comme on est dans un matériau, on ne pourra pas prendre la masse de l'électron libre, comme dans l'atome d'hydrogène. Ce sera une masse différente. Il y aura de l'énergie à cause de toutes ces charges qui traînent dans le matériau. Et puis, la constante diélectrique, on ne pourra pas prendre celle du vide non plus. Il faudra prendre celle qui règne à l'intérieur du matériau. Alors, donc, quand on fait ça, on trouve qu'à la fois dans le silicium et dans MAPI, on a des énergies de liaison qui sont plutôt de quelques milliélectronvolts. Alors, et puis une distance moyenne entre l'électron et le trou qui sont de quelques nanomètres. Quelques nanomètres, ce n'est pas beaucoup, donc on pourrait se dire, oui, on se pose bien la question de est-ce que je vais pouvoir les séparer quand même, ces électrons et ces trous. Alors, on va regarder un petit peu énergétiquement ce qui se passe. Quand on est à 300 K, on dispose quand même d'énergie.
On a l'énergie thermique, Kb c'est la constante de Boltzmann, c'est 25 milliélectronvolts. 25 milliélectronvolts, c'est quand même grand par rapport à quelques milliélectronvolts. Donc on peut imaginer qu'on va pouvoir qu'à 300 K, ces paires électrons-trous seront ionisés. Voilà. Alors, c'est une question qu'on peut se poser parce que, vous voyez, dans les semi-conducteurs organiques et les colorants, en fait, l'énergie de liaison entre l'électron et le trou, c'est quelques centaines de milliélectronvolts. Et là, c'est très, très supérieur à KBT. Donc là, on ne va pas pouvoir séparer facilement ces paires électrons-trous. Et d'ailleurs, c'est ce phénomène-là qui a fait que c'était difficile de démarrer en fait, sur cette séparation d'électrons et de trous. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on trouve une constante, pourquoi est-ce qu'on trouve des effets excitoniques si faibles dans MAPI? Ce n'est pas forcément la même raison que dans le silicium. Dans le silicium, il y a dessous que c'est un gap indirect, mais bon, MAPI, c'est un gap direct. Donc on aurait pu s'attendre en fait à des effets excitoniques plus importants. Mais en fait, la constante diélectrique, eh bien, elle est grande. Elle est grande, et ça, c'est un article de Jackie Evin, vous voyez, il y a au début des pérovskites hybrides, et qui a dit, eh ben oui, la constante diélectrique, en fait, elle est grande, et c'est dû, en fait, au mouvement collectif orientationnel des cations organiques de cette molécule qui est entre les octaèdres. Donc, la polarisabilité du cation organique, elle joue un rôle important là-dedans. Voilà. Alors, une fois qu'on a séparé les charges, maintenant, il faut les transporter vers les contacts. Alors, pour essayer de quantifier cette aptitude de l'électron à se mouvoir dans le cristal, on dispose de quantités telles que la mobilité ou le coefficient de diffusion. En effet, l'électron peut être transporté dans le cristal sous l'influence, par exemple, d'un champ électrique qui l'accélère. À ce moment-là, on parlera de mobilité. Ou aussi, on peut avoir un gradient de concentration, comme dans la jonction PN. Ça, je pense qu'on vous en a parlé. Donc, des endroits où il y a plus d'électrons dans le matériau qu'un autre endroit. Et donc, à ce moment-là, l'électron va connaître le phénomène de diffusion. Alors, mobilité et coefficient de diffusion sont reliés. Donnons un ordre de grandeur pour la mobilité. C'est de l'ordre de quelques 10 cm², volt-1, seconde-1. Alors comparons-le quand même à d'autres matériaux. C'est moins grand que dans le silicium, c'est vrai, mais pas beaucoup moins grand, c'est pas mal quand même. Et puis, c'est plus grand que dans les semi-conducteurs organiques, ça c'est sûr, ça c'est vraiment un avantage. Alors ceci dit, c'est pas ici pour, si on veut qualifier un peu l'aptitude à se mouvoir dans le cristal, il ne faut pas regarder que la mobilité en fait. Il faut regarder plutôt la longueur de diffusion. Donc là, je vous ai mis ici des photons qui arrivent sur cette partie-là du barreau de semi-conducteur. Donc à cet endroit-là, vous créez des électrons. Et vous voulez voir si ces électrons peuvent arriver ici au contact. Mais en fait, entre eux, donc vous voyez, les électrons ils vont diffuser, etc. Bon, ils vont aller vers le contact. Mais en fait, l'électron de la bande de conduction, il peut perdre son excès d'énergie sur ce chemin. Et donc, en fait, l'excès d'électrons va décroître en fonction de la longueur, avec une longueur caractéristique qui s'appelle la longueur de diffusion, et qui est en racine de la mobilité ou le coefficient de diffusion fois la durée de vie de l'électron. Alors, qu'est-ce que la durée de vie de l'électron? Donc, comme je vous le disais, le matériau, une fois qu'il a absorbé, il est dans son état excité, et ça, c'est pas normal. Il a envie de revenir à son état fondamental. Il va le faire avec un certain temps. Donc, l'électron, en fait, de conduction, peut perdre son excès d'énergie, et il peut perdre par différents mécanismes. Un premier mécanisme possible, c'est ce qu'on appelle les recombinaisons radiatives. L'électron perd son énergie en émettant un photon, ce qui va lui permettre de faire une transition de son niveau de la bande de conduction vers la bande de valence. Il retourne finalement en bande de valence en émettant un photon. C'est très intéressant pour tous les dispositifs émetteurs de lumière. Alors ça, c'est un mécanisme intrinsèque. La durée de vie de l'électron, elle va dépendre de la structure de bande,
parce que la probabilité de faire une transition de la bande de valence vers la bande de conduction, de la bande de conduction vers la bande de valence sont à peu de choses près égales, enfin, en tout cas sont liées. Donc si c'est facile d'absorber, ce sera facile d'émettre. Ce que je veux dire, une durée de vie de l'électron qui va être plus longue pour un gap indirect que pour un gap direct. Et puis il y a aussi beaucoup d'histoires qui peuvent arriver sans avoir à émettre d'électrons, c'est ce qu'on appelle les recombinaisons non radiatives. Alors là, par exemple, l'électron peut perdre de l'énergie en interagissant avec le réseau, en donnant des petites quantités d'énergie en fait, au réseau, et les atomes du réseau se mettent à vibrer. C'est l'émission de phonons. Après, dans un matériau, il y a toujours des défauts. Un atome qui est substitué par un atome étranger, un manque d'atomes à un certain endroit. Et dans l'arrangement périodique, ça, c'est des défauts électrostatiques. Et ça produit en fait des niveaux qui, dans le gap. Et en fait, il se peut qu'un électron ait envie de perdre son énergie en allant se piéger en fait, sur un niveau qui est dans le gap. Alors là, la durée de vie de l'électron, elle va être fortement influencée par la qualité cristalline du matériau. Enfin, il y a, quand on crée beaucoup d'électrons en bande de conduction, peut y avoir des effets non linéaires qu'on appelle des effets Auger. Bon, ça concerne pas trop, enfin, moins le photovoltaïque que les dispositifs à émission de lumière comme les lasers où on voudra créer beaucoup d'électrons en bande de conduction. Alors donc maintenant, regardons un petit peu les ordres de grandeur. Alors commençons par la durée de vie de l'électron. Dans ma pi, on trouve nanosecondes, microsecondes. Bon, comparons au silicium. Alors dans le silicium, suivant la qualité du silicium, on trouve microsecondes, millisecondes. C'est plus long. C'est plus long, mais en même temps, le silicium, c'est un gap indirect. Bon, donc effectivement, on s'attend bien à ce que ce soit plus court dans ma pi. Ceci dit, pour un gap direct, si je compare avec d'autres matériaux de gap direct comme GAS, qu'on a vu passer rapidement sur une figure, c'est quand même un peu long comme durée de vie. Et ça, j'ai mis les 2 points d'interrogation pour vous dire que justement, c'est une question qui est encore en débat, en fait. C'est vraiment une propriété physique qu'il faut aller regarder de près. Alors, au niveau de la longueur de diffusion, vous voyez, on trouve des choses suivant la qualité du matériau, de 1 à 100 microns. Dans le silicium, c'est 100 microns à millimètre. Bon, alors le silicium, on l'étudie depuis longtemps, et puis on sait le faire vraiment avec une grande qualité cristalline. Même quand il est polycristallin, je veux dire, il a déjà une bonne qualité comparée à ce qu'on peut trouver dans les couches déposées en solution de MAPI. Donc ici, je vous montre encore une fois un dispositif tandem et une image MEB. Là, dans le silicium, on ne voit rien parce qu'il n'y a rien à voir, en fait. C'est un cristal qui est vraiment très beau. Et puis là, dans la pérovskite, vous voyez, il y a des grains, il y a des joints de grains, il y a plein de défauts à ces endroits-là. Et puis pourtant, malgré tout ça, on trouve une longueur de diffusion qui est quand même du même ordre de grandeur. Donc ça vraiment, ça pose la question de la tolérance aux défauts. Et ça c'est vraiment différent des semi-conducteurs classiques. Il y a une vraie tolérance aux défauts. Alors ça aussi, le débat fait rage, c'est une question qu'il faut regarder. Mais on pense que, encore une fois, cette polarisabilité des cations organiques, les mouvements orientationnels collectifs de ces cations organiques, sont à l'origine de ça. Ils étaient déjà à l'origine de l'écrantage dans l'interaction coulombienne entre l'électron et le trou. Et quand un électron, en fait, on dit qu'il se piège sur un défaut, ça veut dire qu'il y a une interaction, il y a des défauts chargés, donc il y a une interaction aussi entre cet électron chargé et le défaut, mais qui sera écranté aussi par ces effets de cation organique. Mais bon, donc voilà. Donc en fait, je vais faire une première étape de conclusion ici. J'ai voulu vous montrer qu'on avait un ensemble de propriétés particulièrement bien appropriées pour le photovoltaïque et surtout, elles sont toutes rassemblées dans le même matériau. Parce qu'on peut cocher le grand coefficient d'absorption différemment du silicium. On peut cocher des propriétés excitoniques faibles, contrairement à d'autres matériaux comme les colorants ou les semi-conducteurs organiques.
Et puis, une grande tolérance ou résilience aux défauts qu'on ne trouve pas dans les semi-conducteurs classiques. Et en fait, toutes ces propriétés-là spécifiques, il semble vraiment qu'elles soient liées à la présence de cette partie organique. Donc, elle est vraiment importante, cette partie organique, puisqu'on a vu passer effectivement des explications liées à cette partie organique dans ces propriétés physiques listées ici. On a donc affaire à une nouvelle classe de semi-conducteurs pour lesquels il faudra comprendre les propriétés, développer de nouveaux modèles. Alors, en plus de toutes ces propriétés intéressantes, eh bien, il faut ajouter la justabilité et la flexibilité chimique, et puis le dépôt. Si le dépôt il se fait en solution, vous voyez, pour faire une cellule solaire, on a besoin de couches minces qui font quelques centaines de nanomètres. Une façon de les déposer, c'est par la tournette, par spin coating. Donc, vous prenez votre solution de précurseur, vous en prenez une goutte, vous le posez sur votre substrat, vous faites tourner le substrat très vite, par force centrifuge, ça étale la goutte, ça s'évapore aussi en même temps, et hop, on fait le cristal. Donc ça, des dépôts comme ça par voie liquide et plutôt à basse température, c'est compatible avec des dépôts industriels en grande surface ou sur substrat plat. Et qu'est-ce que je voulais dire par flexibilité chimique? Eh bien, en fait, c'est qu'on peut changer tous les constituants de cette molécule. Alors ça, pour les propriétés physiques, c'est très précieux, parce que c'est de l'ajustabilité. Ça veut dire qu'on a un paramètre, enfin, on a plein de paramètres sur lesquels jouer pour essayer de démêler un peu les mécanismes quand on cherche des propriétés physiques. Alors, ici, je vous donne des exemples pour vous prouver que quand on change un constituant de la molécule, ça change beaucoup de choses, en fait, dans les propriétés physiques. Ici, vous voyez ma pi. Bon, il est noir, ok, donc le gap dans le proche UV. Si je ne mets pas de l'iode, mais du brome, et c'est facile à faire, dans ma solution de précurseur, je ne mets pas du PBI2, je mets juste du PBBr2, c'est vraiment facile. Alors à ce moment-là, vous voyez que votre cristal, il devient orange. Donc ça veut dire qu'il s'est mis à absorber une partie des photons visibles, donc le gap s'est déplacé vers les hautes énergies. Et puis si vous mettez du chlore, le gap s'est déplacé encore plus haut vers les énergies plus hautes, parce que cette fois-ci, le matériau paraît transparent, donc ça veut dire que tous les photons visibles sont passés à travers, donc aucun photon visible n'a été absorbé, donc le gap est dans le proche UV. Et puis, vous voyez que la forme n'est pas pareille. Celui-là, ici, il est plutôt rectangulaire. Bon, ça veut dire que l'arrangement cristallographique, ce n'est pas le même à l'intérieur du cristal. Donc, en fait, rien qu'en changeant l'ion halogène, on a changé la structure cristalline, on a changé la structure de bande. Alors, on peut aussi changer, si on veut, le plomb. Et puis, ici, je vous ai donné un exemple d'alliage, plomb éteint. Bon, là, on voit que le gap, quand on ajoute, quand on y a de l'étain, le gap, lui, cette fois, baisse en énergie. Bon. Et puis, le cation organique, alors là, on peut même étendre la famille des perovskites au perovskite 2D, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Et donc, un peu en conclusion de cette partie 2, ce que je voulais dire, c'est donc qu'on a des propriétés physiques qui sont intéressantes à l'origine de haute performance, avec un dépôt en couche sur des substrats plats par voie liquide et une grande flexibilité chimique. En fait, on a tous les atouts pour la cellule tandem. Et c'est pour ça que peu de temps après, en 2016, tout de suite les gens se sont dit, là, il faut démarrer sur les cellules tandem. Et vous voyez qu'ils sont déjà arrivés à des records vraiment intéressants. Donc une cellule tandem, mais vous l'avez déjà vu, c'est qu'on couple dans un même dispositif une cellule ici au silicium bénéficiant d'une technologie mature, spécialisée, optimisée, si vous voulez, pour recueillir les photons autour du proche infrarouge. Et puis, on va coupler cette cellule infrarouge à une cellule qui va être optimisée pour avoir un grand rendement dans le domaine visible. Et comme la perovskite, finalement, on peut choisir un peu comme on veut et facilement la composition de l'ion halogène, on va pouvoir viser le gap qu'on veut.
en fait, dans le visible avec la perovskite. Et puis, alors ici, on couple deux technologies différentes, mais du coup, on se dit aussi que dans le futur, on pourrait envisager des cellules tandem tout perovskites, puisqu'on peut choisir en fait le gap en choisissant l'ion halogène. Donc voilà, vous voyez qu'il y a déjà des premières études qui démarrent sur une cellule perovskite spécialisée dans le proche infrarouge, MAPI, et une cellule perovskite spécialisée dans le visible, la MAPB, hein, voilà, c'est la perovskite au brome. Voilà, alors on aborde maintenant la troisième partie. Quels sont les défis? Voilà. Quels sont les défis à relever? Bon, alors bien sûr, il y a le plomb, ça vous avez bien vu, ça c'est sûr, il y a du plomb. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, comparé à, par exemple, ce qu'on pourrait trouver dans une batterie de voiture, mais il y en a. Bon. Donc s'il s'avère qu'on ne peut pas s'en passer pour avoir ces gros rendements, il faudra s'appuyer sur tout le savoir-faire des autres filières, hein, qui doivent aussi faire avec le plomb. Bon. Alors, maintenant, pour commercialiser, il va falloir de la stabilité. Et ça, c'est vrai que c'est le problème à résoudre, hein, parce que MAPI, quand même, se dégrade en iodure de plomb sous l'effet de l'humidité, de l'oxygène, de la température, de la lumière UV, enfin, sous stress environnementaux. Hein. Et puis, mine de rien, ce cristal-là, il a un caractère ionique. Et donc, il y a des ions qui peuvent se déplacer dans le cristal. Les ions CH3NH3+, ou les ions halogènes. Et ça peut avoir des conséquences sur les propriétés de conduction et de stabilité. Alors, bon, ça c'est clair, il faut déjà mieux connaître les propriétés physiques sous stress environnementaux, parce que si on connaît les mécanismes, on pourra exploiter la flexibilité chimique de la molécule de perovskite pour trouver des solutions. Donc, par exemple, ici, je suis allée chercher un article où les auteurs disent que, il y a des liaisons H. En fait, il y a une liaison, les liaisons H entre le cation organique et puis la partie inorganique, elles sont quand même impliquées dans cette affaire de migration ionique des ions bromure, par exemple, dans le cadre de cette étude. Et donc, une fois qu'ils ont trouvé ça, ils disent, mais à ce moment-là, si on veut éviter cette migration d'ions, il faut juste trouver un cation qui permet de faire des liaisons hydrogènes plus fortes. Donc, regardons le formamidinium. Ça permet de faire des liaisons hydrogènes plus fortes, donc c'est une bonne tendance pour essayer de contrer cette migration des ions. Vous voyez pourtant qu'il n'y a pas beaucoup de différence, hein, entre les deux molécules, elles sont toutes petites, mais voilà, sur l'aptitude à faire des liaisons hydrogènes, c'est très différent. Voilà. Donc, après, alors remplacer le plomb, alors là, tout le monde y pense, hein, dans la communauté, et là, tout le monde fait des essais. Bon, c'est pas si facile, hein. Parce qu'en fait, dès qu'on change le plomb, on change la structure de bande. On change le gap, on change tout, en fait. On change les propriétés physiques, et pour l'instant, voilà, c'est quand même le plomb qui permet d'avoir le meilleur résultat. Alors, la stabilité. Alors là, il faut dire qu'en quelques années, il y a quand même eu d'énormes progrès. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure, c'était au tout début. Alors là, pouvait être un peu catastrophé, mais enfin bon, là, maintenant, on a des stabilités jusqu'à 3 ans, et tout ça en un temps vraiment très court. Alors bon, Daniel Linco vous l'a montré, hein, tout à l'heure. Maintenant, par exemple, on n'utilise pas MAPI, hein, directement. On utilise ici, à la place du cation organique MA, du formamidinium et aussi un peu de cation inorganique. Et ça, effectivement, c'est beaucoup plus stable. Et puis aussi, là, on s'est aperçu que le matériau, il n'était pas tout seul dans la cellule solaire, qu'il y avait des interactions avec les couches adjacentes. Et donc, il fallait aussi aller regarder ça de près et optimiser tout ça. Et puis, en fait, maintenant, je voudrais étendre un petit peu cette famille de perovskites et aller voir peut-être d'autres stoichiométries, et en particulier les perovskites 2D, qui étaient connus en fait avant les perovskites 3D. Voilà.
Et alors, donc, qu'est-ce qu'une perovskite 2D? Alors, vous prenez votre MAPI et vous imaginez que vous pouvez découper avec des ciseaux une feuille, comme ça, d'octaèdre, un feuillet d'octaèdre. Et entre ce feuillet d'octaèdre et ses voisins, vous insérez une molécule volumineuse, telle que le phényléthylammonium ou le butylammonium. Et vous vous retrouvez avec une structure en couche, avec une alternance de feuillets d'octaèdre et ici de feuillets organiques, avec ces molécules volumineuses. Alors, au niveau des propriétés de conduction de l'électron, il y a donc une modification importante. Je vous ai dit que l'électron, il se promenait d'octaèdre en octaèdre, donc il peut se promener dans le plan du feuillet inorganique. Mais par contre, ici, les molécules volumineuses, ça fait des barrières isolantes. Donc on aura un transport d'électrons possible dans le plan des feuillets d'octaèdre, mais impossible perpendiculairement. Donc on dit qu'on a une perovskite 2D, parce que l'électron vit dans un monde bidimensionnel. Alors après, on a de la flexibilité, parce que sur la partie volumineuse de la molécule, volumineuse, on peut choisir pas n'importe quoi, mais quand même, on a beaucoup plus de choix que dans le cas de la perovskite 3D. Et puis ici, on pourrait découper non pas un feuillet, mais 2 feuillets ou 3 feuillets. Voilà, et insérer les molécules volumineuses ici. Donc vous voyez qu'on peut faire varier le nombre de couches d'octaèdre entre les molécules volumineuses. Et en fait, si on veut, on peut le faire de façon continue et passer continuellement de la perovskite 2D à la perovskite 3D. Alors, dans les perovskites 2D, on a des propriétés physiques vraiment différentes de celles des 3D. Déjà, je vais vous montrer ici un spectre d'absorption. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que les feuillets d'octaèdre, ils sont très fins. Là, l'épaisseur d'un feuillet d'octaèdre, c'est une fraction de nanomètre. Et donc en fait, ça va confiner les porteurs de charge, les électrons et les trous. Donc on va avoir des effets de confinement quantique et diélectrique qui vont aboutir à un spectre ici d'absorption, vous le voyez ici en noir, qui est complètement différent du spectre d'absorption de la perovskite 3D. En particulier, vous voyez que tout le coefficient d'absorption ici est très piqué à une certaine énergie. Et en fait, là en vert, vous voyez les propriétés de luminescence. La propriété de luminescence, elle est aussi très piquée en longueur d'onde. Alors ça, c'est très intéressant pour les dispositifs émetteurs de lumière. Voilà. Et en fait, ça émet très très bien. Vous voyez ici seulement 50 nanomètres d'une perovskite 2D éclairée par un laser UV. Ça émet dans le vert très fort. Donc, en fait, si on peut jouer aussi avec le nombre de feuillets d'octaèdre entre les barrières organiques, et on peut, vous voyez les couleurs, encore une fois, faire varier le gap en fonction du nombre de feuillets. Au niveau des effets excitoniques, vu qu'on a confiné les électrons et les trous, ils sont plus proches les uns des autres. Et là, on va vraiment augmenter les effets excitoniques, beaucoup, un facteur plus de 50 entre une perovskite 2D avec un feuillet et la perovskite 3D. Bon, alors ça, vous allez me dire, pour le photovoltaïque, ce n'est pas forcément une bonne idée. Mais en tout cas, pour les dispositifs émetteurs de lumière, c'est très très bien. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu le dire aussi pour le spectre d'absorption. Piquer le spectre d'absorption à une longueur d'onde, ce n'est pas forcément très bien pour le photovoltaïque non plus. Mais bon, c'est bien pour les dispositifs émetteurs de lumière. Et au niveau transport, si on se place dans une cellule solaire, on a une cathode, une anode, et on voudrait bien aller de l'une à l'autre. Et souvent, ces perovskites 2D elles se déposent comme ça parallèlement au substrat. Donc ça, on voit que au niveau transport, ça va peut-être pas forcément bien se passer quand on va rencontrer les couches inorganiques. Alors on pourrait se dire, elle me parle des perovskites 2D, l'absorption est moins large, le gap est plus élevé, les effets excitoniques plus élevés, le transport, ça se passe moins bien. Alors, on ne va pas utiliser les perovskites 2D pour les mettre dans des cellules solaires. Oui, mais leur stabilité, déjà, en tant que matériau, est beaucoup plus grande. Donc, en fait, les gens se sont dit, mais si, allons-y, essayons de mettre
les perovskites 2D dans des cellules solaires. Alors, en travaillant sur le procédé, eh bien, les gens se sont aperçus que, et en prenant un m qui n'est pas égal à 1, ils se sont aperçus que les perovskites pouvaient s'orienter perpendiculairement aux cathodes et anodes, ce qui fait que si c'est bien comme ça, on va récupérer des propriétés de transport. Alors, un premier essai qui a été fait en 2016, on obtient un rendement, évidemment, qui est 2 fois moindre que les records, mais quand même, et puis on voit que sur la stabilité, on a quand même gagné beaucoup. Et puis vous voyez qu'au bout d'un certain nombre d'années, en retravaillant un peu les procédés, le nombre de feuillets d'octaèdres, le cation organique, etc., aujourd'hui on est à 22%. Ce n'est pas ridicule quand même par rapport à 25%, avec une stabilité qui est vraiment très bonne. Alors voilà, maintenant, ce sont des pistes, tout ça, qu'on étudie dans l'équipe. Alors, les gens se disent, oui, les 3D, elles ont quand même beaucoup d'avantages au niveau de leurs propriétés physiques, bien adaptées. Les 2D, elles, l'avantage qu'elles ont, c'est la stabilité. Essayons de combiner les deux, en essayant de tirer les bénéfices des deux, dans une cellule solaire, c'est-à-dire faire des hétérostructures de perovskites 2D et 3D. Et donc ça, par exemple, c'est une thèse que j'ai en cours avec l'IPVS. Et puis aussi, au niveau du design chimique, on peut essayer de travailler un petit peu ce design-là, parce que les effets excitoniques, certes, sont plus élevés dans les perovskites 2D, mais on a un plus grand choix de cations organiques. Donc essayons de mettre dans cette barrière ici organique une molécule qui va présenter des niveaux d'énergie HOMO et LUMO qui sont tels qu'on pourra peut-être surpasser les problèmes d'effet excitonique, c'est-à-dire qui sont tels que l'électron, par exemple, ici, dans ce cas-là, aura envie de migrer, parce que énergétiquement ce sera favorable, de la perovskite vers la molécule de tétrazine. Voilà, donc vous voyez, on peut faire de l'ingénierie finalement, de structure de bande. Daniel parlait d'interface, là finalement on fait de l'ingénierie d'interface, mais dans la molécule elle-même, en quelque sorte. Voilà, donc en conclusion, je voulais vous montrer que nous avons dans ces perovskites hybrides halogénés un ensemble de propriétés physiques exceptionnelles qui sont rassemblées finalement dans le même matériau. En plus, qui utilisent des synthèses à basse température par voie liquide, utilisant des matériaux abondants, et puis une grande flexibilité chimique qui montre des possibilités infinies d'ingénierie chimique, bien sûr des défis à relever, bien sûr, mais la molécule elle-même détient vraisemblablement les solutions. Pour ça, il faut continuer à explorer les propriétés physiques de façon à dégager les mécanismes et trouver les tendances qui permettront d'aller dans le bon sens vis-à-vis du design chimique. Alors, juste pour étendre un petit peu les choses, vous avez vu que toutes ces propriétés physiques, elles sont intéressantes pour le PV, mais pas que. Il y a aussi d'autres champs d'application qui sont concernés par les perovskites, notamment l'émission de lumière, diode électroluminescente, laser. On a des matériaux qui absorbent bien, donc ça va être très bien aussi pour les photodétecteurs. Il commence à y avoir de très bons résultats dans ce domaine. Et puis, au niveau des propriétés physiques, on explore aussi les propriétés de spin. Il y a un grand couplage de spin-orbite en bande de conduction qui serait assez favorable pour tous les effets liés à la spintronique. Voilà, et donc je voulais vous dire que la communauté française, en fait, travaillait activement à ces perovskites hybrides halogénés, et que cette communauté se retrouve dans un organe du CNRS qui s'appelle un groupement de recherche, HPERO, Allied Perovskites. Et voilà, vous voyez, on a à peu près une quarantaine de laboratoires, d'équipes dans les laboratoires français on a des équipes dans une quarantaine de laboratoires français qui travaillent sur cette molécule. On a aussi quelques partenaires étrangers dans ce GDR. Et puis voilà, tous les axes scientifiques qui sont couverts par cette communauté.
Et puis, nous organisons des événements, des journées annuelles, des pérovskites halogénés, des écoles thématiques, des workshops, des ateliers. Vous pouvez trouver tout ça sur le site web du GDR. Voilà, je vous remercie pour votre attention.